20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir et bienvenue à tous. Tout de suite, le sommaire de cette édition. Le procès de Karim Wade renvoyé au 18 août prochain. Au 4e jour du procès, la bataille de procédure prévaut. Les avocats de la défense s'entêtent à ne pas reconnaître la CREI, mais le soufflet retombe côté audience. Ce n'est plus l'effervescence des premiers jours, les causes dans ce journal. Les travailleurs du conseil régional mettent leurs menaces à exécution. Ils ont entamé ce mercredi une grève de la faim où Marioum, leur ministre de tutelle, les exhorte à revenir à de meilleurs sentiments. La réduction du mandat présidentiel à la une de l'actualité politique. Le chef de l'État opte pour le référendum, un bon choix qui risque toutefois de coûter cher à l'État du Sénégal selon le constitutionnaliste Babacar Gaye que vous entendrez dans ce journal. Et puis avec une situation pluviométrique alarmante, les autorités du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage procèdent à une distribution des semences à cycle court pour aider les paysans. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est dans quelques secondes. Bonsoir Aya. Bonsoir Sarah. Bonsoir Ibrahim Akan. Bonsoir Sarah. Alors vous êtes là pour nous parler du procès de Karim Wade, procès auquel vous avez assisté longuement aujourd'hui, qui a été renvoyé au 18 août. Encore une bataille de procédure qui a prévalu entre les avocats des parties adverses. Tout à fait Sarah. Les plaidoiries ont porté ce mercredi pour l'essentiel sur la compétence ou non de la CREI à juger Karim Wade. La défense, après avoir soulevé cette exception d'incompétence de la dite cour, persiste encore dans sa position. Et pour étayer leurs propos, les conseils de Karim Wade ont invoqué l'article 101 alinéa 2 de la Constitution qui stipule que le Premier ministre, les membres du gouvernement ne peuvent répondre des actes commis dans l'exercice de leurs fonctions que devant la Haute Cour de justice. La défense a aussi évoqué l'inexistence de la Cour de répression de l'enrichissement illicite, invoquant la loi de 1984 portant ordonnancement juridique du Sénégal et aussi la loi 2012 qui a réformé la loi de 1984 quand il s'est agi d'inclure les chambres africaines extraordinaires dans l'organisation judiciaire du pays. La défense, sous ce rapport, estime que la CREI a été abrogée de manière tacite, mais cet argumentaire a été démonté pièce par le parquet spécial, mais aussi la partie civile. Les conseils de l'État estiment que leurs confrères de la défense n'ont pas été cohérents dans leur démarche. Ils leur reprochent le fait d'avoir saisi la Cour de répression de l'enrichissement illicite pour obtenir une libération provisoire de leur client, à savoir Karim Wade. Mais ils disent que si la Cour n'est pas compétente, comment est-ce que cette Cour peut délivrer une liberté provisoire pour Karim Wade? Donc, sans aucune ambiguïté, la partie civile estime que la Cour est bel et bien compétente. Rappelons également pour ce procès qu'aujourd'hui, Bibo Bourgi et Ibrahim Abou Khalil Bourgi, comme de son vrai nom, devaient comparaître, mais sur demande de la défense, la Cour a dispensé Bibo Bourgi de toute comparution le temps que les exceptions soient vidées. Merci Ibrahim pour ce compte rendu. Juste avant de te laisser partir, une question. Il paraît que ce n'était pas le grand rush aujourd'hui au tribunal. Non. Aujourd'hui, pratiquement, il n'y avait personne aux alentours du tribunal que les gémis ou bien les journalistes. Merci et nous continuons avec ce procès, la bataille de procédure déclenchée par les avocats des deux parties adverses dans le procès suscite des interrogations. Un expert du droit se prononce sur la question et estime que cette bataille de procédure va permettre d'évacuer toutes les exceptions et d'entrer dans le fond du procès. Code Ndiaye. Depuis l'ouverture du procès de Karim Wade, les avocats de la défense et ceux de la partie civile ont déclenché une bataille de procédure. Combien de temps cette bataille va durer? Un expert du droit apporte des éléments de réponse. Mais c'est normal, vous savez aussi que la procédure est l'arcane du droit. La forme également doit être respectée avant le fond, parce que le procès pénal, la procédure pénale obéit à un certain nombre de règles. Donc c'est une procédure qui est normée. Il est tellement concevable que la procédure pénale soit d'abord une procédure liée aux exceptions, que, par exemple, pour ce qui concerne cette affaire qui est particulièrement délicate, on puisse assister à ce genre d'incident de procédure. Parce qu'en droit, comme vous le savez, c'est la forme, comme on dit, qui est sœur des libertés.
On parle d'abord de la forme avant d'envisager le fond. Le monsieur qu'on juge est-il coupable ou non? Avant de le dire, il faut d'abord que les règles de la procédure soient respectées. Selon l'avocat à la cour, la bataille de procédure peut tirer le procès en longueur. Ça peut durer, ça peut s'arrêter aussi aux exceptions. Par exemple, si l'exception est admise, un certain nombre d'exceptions sont admises, le juge peut soit surseoir à statuer, soit se déclarer incompétent. À partir de ce moment, on n'ira pas au fond. Mais si ces exceptions dans le cadre d'un procès pénal et en particulier dans ce procès sont rejetées, le juge va aller au fond et là, le procès sera peut-être très long. Le procès de Karim Wade cristallise toutes les attentions. Les Sénégalais attendent avec impatience les débats de fond pour y voir plus clair sur la culpabilité ou non de Karim Wade et ses présumés complices. Direction le conseil régional où les travailleurs mettent leurs menaces à exécution. Ils ont entamé depuis ce matin une grève de la faim dans leurs locaux. Une mesure qui survient après de nombreux avertissements à leur ministre de tutelle et au directeur des collectivités locales. Salimata Aoussek, Modou Diop. 2 mois d'arriérés de salaire, c'est ce que réclament les travailleurs du conseil régional de Dakar. Ils ont entamé une grève de la faim illimitée pour entrer dans leur fonds. Ils sont restés sourds à tout ce que nous avons fait. Maintenant, comme c'est un gouvernement de violence, ils nous poussent aujourd'hui à faire violence sur nous-mêmes. Ça veut dire, ce qui est le plus cher aujourd'hui dans cette vie, c'est-à-dire la vie, ils nous poussent à exposer nos vies. Ils vont être responsables de tout ce qui va se passer. Ils vont nous payer nos salaires ou bien nous allons mourir avec nos familles ici. Leur ministère de tutelle avait promis de régler leur cas dans les plus brefs délais. Le ministre, il est têtu. Il persiste dans la bêtise. Le seul tort des agents du Conseil régional du Sénégal, c'est de se lever en temps opportun pour alerter l'opinion nationale et internationale sur les incohérences de l'acte 3 de la décentralisation. Alors si aujourd'hui, on s'acharne sur nous, parce que nous avons alerté, nous avons dénoncé la politisation des collectivités locales, aujourd'hui, nous sommes prêts à payer au plus fort de nous-mêmes, parce que nous savons que nous sommes avec la vérité. Parmi ces grévistes de la faim, cette dame, un bébé entre les mains, elle se dit prête à aller jusqu'au bout. Nous allons porter le combat et nous demandons à tous les agents de nous envoyer leurs femmes et ainsi que toutes les employés du conseil régional. Nous allons organiser une très grande marche, nous irons avec nos enfants ainsi que nos maris qui ne sont pas employés du conseil régional. Nous allons organiser la marche pour aller voir la première dame. Parce que c'est avec elle que nous devons parler aujourd'hui. Ils sont plus d'une 50aine à entamer la diète. Ces salariés affirment que leurs camarades qui sont dans les régions vont bientôt entrer dans la danse. Et indexé, le ministre des collectivités locales réagit et donne sa version des faits. Oumar Youm dément les accusations des travailleurs et leur demande de surseoir à leur diète. Nous écoutons le ministre des collectivités locales. Il est au micro de Salimata Aoussek. Que s'il y a un problème de paiement de salaire, le principal responsable du paiement de salaire doit être la collectivité locale. L'État ne paye pas les salaires des travailleurs des collectivités locales. Donc ça, je pense, c'est une précision qui est importante. S'il y a donc des arriérés de salaire qui n'ont pas été payés, sans être là à identifier les responsables ou à situer des responsabilités, on peut quand même comprendre, dans le contexte de la gestion d'une gestion autonome et d'une autonomie financière des collectivités locales, que seul l'exécutif local est interpellé sur cette question. Si on avait de l'argent, on allait leur donner. Maintenant, le travail que nous sommes en train de faire, ça ne se fera pas aussi en 2 jours ou 3 jours, parce que le ministère de l'économie et des finances va trouver aussi des solutions internes, de réarbitrage de crédits, de réaffectation ou d'allocation de ressources, pour trouver une solution. Et nous reparlons du procès de Karim Wade avec la déclaration de la partie française du collectif des avocats qui a fait face à la presse ce mercredi pour dénoncer ce qu'elle qualifie de tentative de musellement de la défense de Karim Wade. Selon Maître Olivier Sur, le procès purement politique a pour but d'éliminer un adversaire. Nous l'écoutons, ses propos sont recueillis par Modi Gueye. Les partis civils ont essayé de museler une partie de la défense en écartant ceux de nos confrères anciens ministres de notre équipe. Et vous le savez, ils n'ont pas obtenu satisfaction, vous le savez, ils ont perdu. Libre dans sa tête. Il est face à son destin. Il est libre de son destin. C'est un jeune homme
qui est libre, qui a la tête haut, qui a les yeux qui portent loin. Face à lui, je me demande si ceux qui ont à le juger, ou à l'accuser, ou à plaider contre lui, après avoir été l'avocat de son père, je me demande si ceux-là ne sont pas emprisonnés par le dossier, par une cause plus politique que judiciaire ou juridique, par un contexte, par un destin, dont ils ont compris qu'ils seraient dépassés d'une façon transcendantale par celui qui est aujourd'hui seul dans le box. Et puis 120 heures de grève décrétées par les étudiants de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'UCAD. Ils réclament le paiement de leur bourse dans les plus brefs délais. Des étudiants furieux qui n'excluent pas d'invalider l'année si rien n'est fait. Ndaïmo Sessi. Une faculté à moitié remplie. Les étudiants ont déserté les amphis ce matin à la faculté de droit. Pour cause, 120 heures ont été décrétées. Les apprenants réclament ainsi leur bourse. Nous sommes là depuis quelques jours sans faire cours. C'est à cause des bourses. C'est-à-dire, nous sommes là depuis 10 mois sans percevoir nos bourses. Et ça, c'est injuste. Hier, c'est pas mal, quoi. C'est pas drôle, quoi. Quelques rares étudiants trouvés à la faculté de droit ne cautionnent pas cette grève. Nous ne sommes pas d'accord parce que lorsqu'un problème s'est posé, il faut situer les responsabilités. Et je crois que c'est un problème qui se situe au niveau de la direction des bourses et le problème doit être réglé au niveau de la direction des bourses. Donc la faculté de droit n'a rien à voir par rapport à des problèmes de bourse. Ce n'est pas la faculté de droit qui règle les problèmes de bourse, c'est la direction des bourses, ce que nous ne cautionnons pas. Les étudiants grévistes n'écartent pas une année invalide. Nous sommes prêts pour faire une année invalide. Oui, nous sommes prêts parce que dans l'impossibilité, nul n'est tenu, quoi. 120 heures renouvelables. Les étudiants annoncent qu'ils sont prêts à y aller jusqu'au bout de cette grève. Mais certains espèrent que le mot d'ordre sera bientôt levé. Et nous parlons à présent de la réduction du mandat présidentiel à la une de l'actualité politique. Ce mercredi, Macky Sall a donc opté pour le référendum, une décision saluée par le constitutionnaliste Babacar Gaye. Le juriste pense en effet que le choix de la voie parlementaire reviendrait à violer la Constitution. Il reconnaît néanmoins que le référendum va coûter cher à l'État. Fatima Taba et Modou Diop. Un référendum, c'est le choix du président Macky Sall pour réduire son mandat comme promis lors de la présidentielle de 2012, une décision saluée par ce constitutionnaliste. Je crois que c'est la voie royale, c'est la meilleure voie pour modifier la disposition relative à son mandat. Pour certains observateurs, la réduction du mandat pouvait se faire par voie parlementaire, ce qui n'est pas du goût du professeur qui soutient que ce serait violer la Constitution. Cette loi passerait comme lettre à la poste. Mais ce serait si vous voulez, une révision pirate. L'article 27 de la Constitution dit que la durée du mandat est de 7 ans et ne peut être révisée que par voie référendaire. Et s'il soumet son projet de révision de l'article 27 à l'Assemblée nationale, il violerait la Constitution. Le référendum pourrait coûter beaucoup d'argent à l'État du Sénégal. C'est vrai que la voie référendaire peut coûter de l'argent au Sénégal, mais ce qu'il pourrait faire, c'est coupler la modification de cet article 24, la modification de la disposition relative à la durée de son mandat, le coupler avec l'adoption des réformes institutionnelles qui doivent être faites en principe. Il avait promis un certain nombre de réformes institutionnelles. Le président Macky Sall compte tenir sa promesse électorale, réduire son mandat de 7 à 5 ans. Pour cela, le peuple va dire oui ou non à un référendum. Et depuis Washington, où il séjourne pour les besoins du sommet USA-Afrique, Macky Sall a évoqué sans détour plusieurs sujets brûlants de l'actualité. Procès de Karim Wade, menace du virus Ebola ou encore l'instabilité à la tête de son gouvernement. Macky Sall s'est ouvert aux chaînes étrangères, une attitude loin de plaire à de nombreux citoyens qui disent tout ce qu'ils en pensent dans ce reportage signé Maïmouna Ndiaye.
Monsieur Macky Sall, bonjour. TV5 Monde, France 24, La Voix de l'Amérique, les médias étrangers au rythme de l'actualité sénégalaise, le virus Ebola, le procès de Karim Wade, son mandat. Quand le chef de l'État Macky Sall parle du Sénégal à l'étranger, le citoyen est frustré. D'aller tout le temps en Europe parler de gauche à droite au lieu de se prononcer chez toi-même pour dire ce qui se passe au Sénégal, à régler le problème de la famille, c'est ça qui est important. Je ne peux pas admettre en tant que chef d'État que vous fassiez des sorties médiatiques à travers d'autres médias occidentaux. C'est regrettable dans la mesure où on a constaté que le président, à chaque fois qu'il part en voyage, c'est à l'extérieur qu'il fait un discours à sa nation. Et c'est regrettable. Pour moi, je me dis que c'est au Sénégal que certaines décisions doivent être prises. Pas content, certains soulèvent même les non-dits du président. Il a tellement peur. Le cas de Karim lui fait peur. C'est à cause de Karim qu'il ne dort même pas. Pourquoi aborder le procès de Karim Wade à l'étranger? Moi, je trouve que cela n'a aucun intérêt. Autre problème soulevé, le virus Ebola. Macky Sall a certes rassuré, mais cet homme n'est pas satisfait. Le problème d'Ebola, c'est ça qui doit être urgence avant de parler du problème de Karim, le problème d'autres. C'est le problème d'Ebola qui doit être le premier des choses. Protéger le Sénégal, protéger la frontière pour que les gens au moins aient une bonne santé, quoi. À l'avenir, les Sénégalais exhortent les chefs d'État africains à faire preuve de plus de responsabilité pour que de pareilles sorties ne se fassent plus à l'étranger. Et avec ces Sénégalais, nous restons. Mais pour reparler de la réduction du mandat présidentiel, l'idée d'un référendum pas très appréciée par certains citoyens interrogés par nos reporters, ils exhortent plutôt Macky Sall à prendre en charge les questions sociales urgentes. Aminata Mbaresso et Modou Diop. La réduction du mandat du président de la République encore au devant de l'actualité. Depuis les États-Unis, Macky Sall agite la voie référendaire pour trancher sur cette question. Ces citoyens disent non. Pourquoi ne pas respecter les 7 ans qui étaient dans la Constitution? Les textes avaient dit que le mandat du président est de 7 ans. Ils n'avaient qu'à respecter ces 7 ans-là. Au lieu de rester en train de parler de référendum, vu la situation de ce pays, mais il faut prendre l'argent et de les continuer dans d'autres secteurs, créer ici des élections. Pour ces Sénégalais, Macky Sall ne devait pas s'engager à réduire son mandat de 7 ans. L'organisation de référendum, un fait qui ne s'impose pas. Le Sénégal est un pays, n'est-ce pas, qui repose, n'est-ce pas, sur des fondements démocratiques. Également, il y a des lois, il y a la Constitution. Donc, quand un homme politique prend des engagements, il ne faut pas qu'il le fasse à la légère. C'est un engagement politique. Mais la réalité de l'opposition n'est pas celle du pouvoir. Macky Sall, il doute. Il est en train de douter parce qu'il veut partir seul. On a besoin de travailler. Le fait de réduire des mandats, ça ne mène à rien. Il y a des priorités. La réduction du mandat de 7 à 5 ans, une promesse de campagne, un engagement personnel que Macky Sall avait pris. Aujourd'hui, il semble laisser le dernier mot au peuple sénégalais. La situation pluviométrique devient de plus en plus alarmante au Sénégal, au point où les autorités du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural ont mis sur pied une distribution de semences à cycle court pour aider les paysans. De même que le ministre de l'Élevage qui, à travers sa direction de l'élevage, a procédé à l'opération sauvegarde du bétail. Fatou Bintou Conté, Alioune Diagne. La sécurité alimentaire du bétail, à quelques mois de la Tabaski, préoccupe les autorités du ministère de l'Élevage. Dans une opération dénommée sauvegarde du bétail, la direction de l'élevage compte appuyer les éleveurs en aliments de bétail. Vous savez tous déjà, avec l'opération sauvegarde du bétail qui avait été organisée en 2012, l'État avait déjà dégagé pour 2012 une enveloppe de 3 955 millions pour aider les éleveurs à acheter l'aliment. Et à l'heure donc où je vous parle, dans les 45 départements du pays, il y a un comité de gestion géré par les éleveurs destiné exclusivement à l'approvisionnement des éleveurs en aliments bétail. Même si le Sénégal a toujours été déficitaire en moutons, le directeur de l'élevage rassure. Pour Ousseynou Saho, malgré le retard des pluies, le ministère en charge de l'élevage est en train de trouver des solutions dans les pays limitrophes tels que le Mali ou la Mauritanie pour pouvoir approvisionner le Sénégal. Par rapport à la Tabaski, comme je l'ai dit, il y aura des difficultés parce que structurellement, dans le contexte où nous sommes, le Sénégal est déficitaire en moutons. Nous sommes de gros consommateurs de moutons.
Donc la seule alternative que nous sommes en train de faire pour l'instant, ça veut dire que nous sommes obligés, comme nous l'avons toujours fait, d'aller vers les pays voisins tels que la Mauritanie. Et du côté des paysans, le ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural, avec ce retard noté dans la pluviométrie, compte redonner des semences à cycle court aux agriculteurs. À l'heure où je vous parle, un important programme de distribution d'espèces à cycle court, telles que le niébé, est en cours. Avec la situation pluviométrique de plus en plus alarmante, le gouvernement sénégalais est en train de trouver des solutions pour sortir les paysans et les éleveurs de l'ornière. Et puis vous l'avez certainement remarqué dans votre entourage, des immeubles en état de ruine, rafistolés à coups de peinture et de carrelage, mais qui finissent souvent par s'effondrer en créant beaucoup de dégâts. De l'avis de nombreux citoyens, la faute revient aux propriétaires qui ne mettent pas les moyens qu'il faut afin d'assurer la sécurité des locataires. Pape Faraning, Khadim Sissé. Des immeubles en état de délabrement très avancé tapent à l'œil nu dans certains quartiers de la capitale. À Grand Dakar, ces immeubles font partie du décor avec leur lot de dangers, les propriétaires au banc des accusés. Les propriétaires ont une part de responsabilité aussi. Parce que quand tu loues une maison et que cette maison tombe en état de délabration, faites tout pour trouver les moyens nécessaires pour prendre soin de tous ces dégâts. Pour avoir de l'argent, ils modifient leur bâtiment pour avoir quelque chose. Les locataires aussi ne sont pas exempts de reproches, même s'ils sont conscients que ces maisons rafistolées n'assurent aucune garantie. Beaucoup de maisons ont été rafistolées, elles datent de plus de 40 ans. La maison où nous habitons est en état de délabrement. On n'a pas le choix car les chambres sont très chères. 50 000 francs n'est pas donné à tout le monde. Les locataires doivent être conscients étant donné qu'ils payent leur argent. Ils doivent avoir des exigences. De temps en temps, le propriétaire doit faire des réflexions pour le bien-être des locataires. Mais les propriétaires ne pensent qu'à l'argent. Le ministre de l'Urbanisme est interpellé sur cette situation qui engendre d'énormes préjudices aux populations. Il y a des gens dont le travail doit être d'aller dans les quartiers, recenser les maisons qui sont inhabitables, déloger les gens qui vivent là-bas et les trouver d'autres. Les Sénégalais frôlent la catastrophe tous les jours avec ces immeubles vétustes. Même si les propriétaires sont indexés, les propriétaires ne sont pas en reste. Et le non-respect des codes de la construction et des entrepreneurs non qualifiés constituent les principales raisons d'effondrement des immeubles selon Charles Fall. Recourir au service d'un expert en bâtiment, un réflexe que les citoyens doivent cultiver selon l'architecte qui poursuit et qui dit que l'État doit veiller à l'application stricte de la loi contre ces responsables de catastrophes. Makital. Le non-respect des règles de construction, la non-qualification de certains entrepreneurs, entre autres, les causes ne manquent pas pour justifier l'affaissement fréquent de bâtiments à Dakar. Le problème de ce pays, c'est la qualité des constructions, surtout le processus. D'abord parce qu'on ne prend pas des gens qualifiés très souvent pour concevoir les bâtiments. Ensuite, on ne prend pas de gens qualifiés pour construire les bâtiments. Et après, il y a très peu de contrôle sur la qualité des bâtiments. Recourir au service d'un architecte est considéré par certains comme un luxe. Jean-Charles Tal ne partage pas cet avis et explique. En réalité, c'est un mythe aujourd'hui. Les gens disent que les architectes coûtent cher, ils ne savent pas combien coûtent les architectes. Il n'y a pas d'émission qui est sur le cadre de vie, sur l'habitat, sur les procédures pour avoir un permis de construire, etc. Et ça, c'est une lacune extrêmement grave dans notre pays. Ex-membre de l'Ordre des architectes, Charles Tal revient sur les travaux de l'ordre dans la lutte contre la construction anarchique. Il interpelle l'État pour une application stricte de la loi. Il y a eu déjà beaucoup d'actions qui ont été faites de sensibilisation. Il faut savoir que l'Ordre des architectes a une mission également de service public. Donc ils interviennent auprès du ministère, auprès des collectivités pour donner un coup de main quand on leur demande. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Appliquer la loi, c'est tellement simple. Nous sommes dans un pays où nous avons toutes les lois possibles et imaginables. On a un corpus de textes très très intéressant. Il faut d'abord les appliquer et les appliquer de manière stricte. L'effondrement de bâtiments, des scènes auxquelles on assiste souvent. Les menaces des autorités brandies à chaud, mais qui tardent souvent à se concrétiser.
Première journée scientifique organisée par les secrétaires et assistantes de direction de l'hôpital de Grand Yoff. Le thème « Rôle de la secrétaire en milieu hospitalier ». Une journée pour rappeler aux secrétaires et assistantes médicales les chartes de leur métier, entre autres le secret professionnel. Bintouloum Mohamed. C'est les capacités pour améliorer leur travail et le prétexte de la première journée scientifique de l'Association des secrétaires et assistantes de direction de l'hôpital général de Grand Yoff. L'objectif de notre journée d'aujourd'hui, c'est de valoriser notre profession, d'essayer de créer un réseau de correspondance entre secrétaires et assistantes de direction pour partager nos expériences, pour nous aider et créer un lien de solidarité. Les femmes secrétaires et assistantes médicales ne seront pas les seules dans cette prise en charge de leur évolution. Le ministre de la Santé les y accompagne. Maintenant, comment le ministère peut venir les appuyer? C'est d'abord ce premier travail. Et également la formulation qui est actuellement dans l'ensemble des hôpitaux. Il y a beaucoup de structures qui n'en ont pas vraiment. Et justement, on est en train d'aménager dans toutes les structures des services d'accueil en amenant du personnel dans ces structures et également en amenant les usagers à participer également activement à ces services d'accueil. Secret professionnel et déontologie, les maîtres mots d'une bonne secrétaire ou assistante médicale. Vous ne pouvez pas dire secrétaire. Dans le secrétaire, il y a secret. Donc on ne peut pas être secrétaire sans garder le silence. Ce n'est pas possible. Parce que c'est le début de notre fonction. Quand le patient arrive, il quitte sa famille, il quitte ses amis, il vient vers nous. Donc tout ce qu'il nous dira, ça on le met dans le lot du secret médical. Le secret médical, c'est le diagnostic d'un patient. Servir dans la loyauté, la disponibilité et surtout la discrétion, le souhait de tout secrétaire et assistant médical. Cette journée scientifique est une plateforme favorable à l'échange d'expériences. Madame Diagne Khadi Tunkara est secrétaire médicale aux urgences de l'hôpital général de Grand Yoff. Cela fait 25 ans qu'elle exerce ce métier. Son portrait nous est dressé par Bintouloum. De nature très timide mais très joviale, Madame Diagne Khadi Tunkara est secrétaire médicale aux urgences de l'hôpital général de Grand Yoff. Un travail qu'elle adore du fait de la variété des tâches. Comme prix de mon travail, c'est moi qui l'ai choisi. Le directeur est très gentil, mon chef de service idem. À 8 h, je suis déjà sur place. Depuis plus de 25 ans maintenant, Khadi exerce le même rituel tous les jours. Trier, puis classer les dossiers du service d'accueil d'urgence. Le matin, à mon arrivée, je vais à la salle de consultation récupérer les dossiers des urgences, les classer par ordre numérique et après les enregistrer. Comme dans tout métier, Madame Diagne rencontre quelques difficultés, mais qu'elle parvient toujours à gérer. Sa stratégie, le calme. Parfois, les malades arrivent très irritables. Ils me disent des mots déplacés, mais je les comprends, c'est le stress de la douleur qui les fait réagir comme ça. Je gère leur humeur et je les prends comme mes propres parents. Un métier certes stressant, mais Khadi Tunkara parvient à concilier vie professionnelle et vie de famille. Je gère aussi bien ma famille comme mon travail. À la descente, je m'occupe de mon foyer. Ce travail, Madame Diagne ne l'échangerait pour rien au monde. Si c'était à refaire, je choisirais ce même travail. Je m'y plais beaucoup. Dans la page des sports, Dakar Sacré-Cœur rafle la mise dans la petite catégorie à Dakar. Le centre de formation a remporté les finales régionales, aussi bien chez les cadets que chez les juniors. Un compte rendu signé Abdelaziz Khan et Younous Diatta. Dakar Sacré-Cœur, roi de la petite catégorie à Dakar. Le centre de formation s'est imposé chez les cadets comme chez les juniors lors des finales du championnat régional. Les juniors ont battu Oslo sur le score de 2-0, dont cette réalisation d'Ibrahima Sagna. À la première mi-temps, on s'est dit qu'on avait 60% de possession de balle. On n'a pas été inquiété sur le plan défensif. Donc en deuxième mi-temps, c'était tout juste aller plus vite, jouer vite devant pour marquer le but. C'est ce qu'on a fait en deuxième mi-temps.
on a rectifié, on a joué devant plus vite et on a marqué le début. Le succès des cadets a été plus probant, 5-2 face à Asma. Dakar Sacré-Cœur, c'est travailler. On travaille à la base avec de jeunes joueurs que j'ai depuis voilà, mon 4e année avec eux. Ils ont fait Dakar Sacré-Cœur Benjamin minime, d'autres Benjamin minime. Ensuite, cadet cette année, U17, U15. Ils maîtrisent les fondamentaux. Ce que vous avez vu aujourd'hui, ils ont joué en récital en quelque sorte. Un doublé chez les petites catégories qui contraste avec les mauvaises performances de l'équipe senior qui rate le wagon de la montée en Ligue 1 depuis maintenant 3 ans. Bon, cette année, on va essayer de nous focaliser sur les jeunes. D'habitude, on ne faisait que recruter. Donc je crois que ça fait maintenant 3 ans qu'on a été finaliste en Coupe du Sénégal. Ça fait 2 ans. L'année dernière, on a été vainqueur du championnat régional. Cette année aussi, on a gagné le championnat régional. Donc on s'est dit qu'on va un tout petit peu s'appuyer sur les jeunes pour l'année prochaine et on verra après. Ce coup double en petite catégorie vient aussi confirmer que Dakar Sacré-Cœur est le centre de formation le plus performant dans la région de Dakar. Basketball et finale malheureuse du challenge IAM pour l'AS Ville de Dakar qui estime pourtant sa saison 2013-2014 réussie. C'est du moins l'avis de l'entraîneur du club, Cher Diouf, qui parle du respect de plan de leur projet. Il promet également un recrutement du même standing que celui de Dakar University Club de l'année prochaine. Il est au micro de Cher Sadibou Diarra et de Younous Diatta. Une saison tout à fait réussie. 3 demi-finales, une finale. Ce n'était jamais arrivé avec la ville de Dakar. La première finale que la ville de Dakar a eue, j'étais moi-même coach de la ville de Dakar il y a 5 ans. C'est la deuxième finale, toujours avec moi. Donc je pense qu'on a un projet, on va tout faire pour réussir notre projet. Le Duc peut aller toujours prendre les meilleures joueurs des autres équipes pour être toujours plus forte individuellement. Mais bon, si on se base collectivement, je pense qu'on ne peut pas dire que le Duc est meilleur que les autres. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information, le bulletin d'information du 0h. L'info qui continue sur votre site www.gfm.sn et Pape Ndiaye qui reçoit à partir de 21h Maître Alioune Badara Sissé dans Faram Fatché. Merci Léa. Merci Sarah. Agréable suite des programmes sur cette antenne. Au revoir.